Je suis très fier de vous retrouver encore une fois ce soir, mesdames et messieurs, dans le cadre de votre émission Entretien. L'entretien de ce soir va encore une fois nous apporter beaucoup de connaissances, beaucoup d'éclairage autour d'un thème, autour d'un sujet, le sujet qui mérite d'être mis sur la place publique pour réveiller les consciences et surtout interpeller les décideurs. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui et ce soir, Monsieur Jacques Kabea. Monsieur Jacques Kabea est auteur. Il vient de mettre sur le marché des livres, un livre très intéressant qui parle de la République démocratique du Congo. Et la problématique évoquée dans ces livres, ce sont les entreprises publiques. Et notre auteur pense que la nécessité d'un cadre de bonne gouvernance axé sur la responsabilité et la performance est importante, surtout qu'il y a un nouveau régime qui vient de prendre le pouvoir et il faut que ce secteur soit aussi audité, enfin, et que nous puissions corriger les erreurs du passé. Soyez très concentrés, car ce soir, vous serez très bien servis. Je m'en vais recevoir notre invité de ce soir. Monsieur Jacques, bonsoir. Bonsoir, Michel. Vous allez bien? Je vais très bien et vous-même? Je n'ai pas à me plaindre. Comment allez-vous? Très bien. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que nous pouvons avoir une petite définition de ce que vous êtes? Mon nom, comme vous l'avez dit, je m'appelle Jacques Kabea, Ilunga et Tenda. Je suis conseiller financier et conseiller contrôleur financier pour le gouvernement du Canada. Je suis un ancien cadre supérieur de la SOFIDE. J'ai fait comme étude le management. J'ai fait également les sciences économiques, donc je suis économiste financier, diplômé de l'Université d'Ottawa, de l'école de Telfair School of Management. Et pour l'instant, je travaille pour le gouvernement du Canada. Je suis également un expert comptable professionnel agréé et membre de l'Institut des banquiers du Canada. Voilà, vous mettez sur le marché des livres ces livres très importants, comme je venais de le dire à nos téléspectateurs. Mais la première question, ce livre est préfacé par le professeur Kambai Bouacha. Quelle relation encore, comment l'avez-vous connu, pourquoi lui? Le professeur Kambai Bouacha, je pense qu'il est connu du commun des mortels au Congo, donc je n'ai pas à le présenter. Mais j'aimerais plutôt le remercier pour cette préface qu'il a voulu faire pour mon livre et lui dire grandement merci. Voilà, lui dire grandement merci. Ces livres évoquent la problématique des entreprises publiques congolaises. Et vous pensez que les entreprises publiques congolaises, il y a une nécessité en fait, il y a une nécessité d'un cadre de bonne gouvernance axé sur la responsabilité et la performance. Je pense qu'il y a urgence plutôt. Vous savez, il y a un milliardaire américain qu'on appelle Warren Buffett qui dit quand vous êtes dans un trou, la pire des choses à faire, c'est de continuer à creuser. Je crois qu'il y a urgence aujourd'hui qu'on arrête ce que je dirais, le marasme qui est au niveau de ces entreprises et que nous le mettions sur la place de la rentabilité et de la performance. Donc voilà un peu, donc il y a urgence, comme je vous ai dit, que nos entreprises publiques soient bien gérées. C'est pourquoi j'ai écrit ces livres. C'est pourquoi vous avez écrit ces livres, donc vous avez déjà relevé la problématique, alors qu'en 2008, nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs réformes qui avaient été mises en place pour ces entreprises publiques. Est-ce que ces réformes n'ont rien apporté à ces entreprises? Non, ces réformes n'ont rien apporté à ces entreprises publiques. Nous sommes, vous savez, les Français parlent de la poudre de perlimpinpin. C'est tout simplement pour dire que c'est comme une poudre qu'on vous asperge, mais qui en réalité n'a aucun effet. C'est une solution sans résultat. Le COPIREP, je pense, qui a lancé ce programme de réforme des entreprises publiques, avait bien de bonnes intentions de le faire. Les intentions. Je dis bien, les bonnes intentions. Le diagnostic a été bien établi. La rentabilité et la performance des entreprises publiques est l'enjeu principal ou les enjeux principaux de nos entreprises publiques. Malheureusement, la thérapeutique n'a pas suivi. Le COPIREP, c'est pourvoyer dans des réformes, notamment changement
de nature juridique des entreprises, la privatisation, ce qui n'est pas la solution. Même la Banque mondiale, les analystes de la Banque mondiale ont montré à plusieurs égards que les réformes en Afrique ont presque toutes échoué. Et que pour nos entreprises en Afrique, il ne s'agit pas de ce genre de réformes de privatisation, notamment. Les privatisations ont toutes échoué et il ne faut pas privatiser plutôt. Il faut plutôt aller dans des réformes initiatives, dans des réformes à l'intérieur des entreprises et regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui est à la base de ces échecs. Et dans mon livre, j'ai établi les responsabilités de nos échecs. Peut-on les savoir, les responsabilités établies par vous? Exactement. Au début de mon livre, je me suis posé plusieurs questions. Lorsque le colon est parti, il nous a laissé, il y avait des entreprises à charte, des sociétés à charte, qui ont contribué grandement à l'émergence de la colonie, notamment au niveau du budget, au niveau des recettes. Ils ont contribué énormément. Dans le plan, le plan décennal de 1949 à 1959, les entreprises de sociétés à charte ont beaucoup réalisé. Malheureusement, nous prenons l'indépendance. Nous sommes en indépendance 1960. Et là, c'est la décadence qui commence à se situer. Prenons un peu la période allant de 1960 à 1965. Comment est-ce que ces entreprises publiques, parce que on venait d'obtenir l'indépendance, comment ces entreprises se sont comportées? Cette période, souvent je ne parle pas de cette période parce que c'est une période tumultueuse pour le pays. Le pays s'est recherché encore. Il y avait les fameux contentieux belgo-congolais, où la plupart d'entreprises publiques qui étaient au Congo à ce moment-là, dont le siège était au Congo, avec le conflit, le contentieux belgo-congolais, on a transféré le siège en Europe. Donc c'est une période de balbutiement, si vous voulez. Mais après cette période, 65, nous sommes allés vers les années 70, on est arrivé à 74, c'était la zaïrianisation, vous comprenez, et c'est là où les choses ont commencé à s'empirer. Les régimes de M. Mobutu de l'époque, je ne sais pas s'ils avaient de bonnes intentions, mais est-il que les choses n'ont pas marché comme il se devait. Alors, nous sommes arrivés aux régimes qui ont suivi, notamment les musées et le président Joseph Kabila. Les efforts sont faits. Les efforts sont faits, malheureusement, les résultats ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Et vous savez, comme manager, comme gestionnaire, quand il n'y a pas de résultats, c'est qu'il n'y a pas de gestion. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Qui cloche. C'est ce à quoi je parle dans mon livre. C'est ce à quoi vous parlez dans ces livres. J'aimerais rester au moment de la réalisation avec le maréchal Mobutu. On a relevé le fait qu'on avait plusieurs Congolais qui n'étaient pas encore trop avancés dans les études. Et ces derniers ont été responsabilisés à la tête de plusieurs entreprises qui appartenaient aux colons à l'époque. Est-ce que c'est l'une des causes qui y a rendu l'État un mauvais service? Oui, c'est l'une des causes. Vous savez, à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de cadres universitaires et on était tous en train d'apprendre. Vous comprenez, vous apprenez. Quand vous apprenez, il y a ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Dans la courbe d'apprentissage, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Mais comme je l'ai souligné au début, je vous ai dit, quand on est dans un trou, la pire affaire, c'est de continuer à creuser. Et le plus important quand on est dans un trou, c'est non seulement la profondeur de la chute, mais la hauteur avec laquelle on rebondit. C'est pourquoi ne regardons pas le passé, regardons vers le futur. Et le futur, je pense qu'il est radieux et je propose des solutions pour cela. Allons-y dans les solutions que vous proposez. Comment aujourd'hui peut-on arriver à renverser cette situation qui est ancrée au centre de nos entreprises publiques? On peut arriver à renverser la situation. J'ai établi la bonne gouvernance. J'ai établi deux enjeux principaux de nos entreprises publiques. C'est la rentabilité et la performance. Voilà. Donc, les entreprises ne sont pas performantes, elles ne sont pas rentables. Il y a un problème au niveau de la productivité, il y a beaucoup de choses. Elles sont devenues des pesanteurs pour le pays. D'ailleurs. Voilà. Le gouvernement se met à les subventionner, ainsi de suite. Alors que ce sont ces entreprises qui devraient normalement... On ne devrait pas être à ce niveau-là. Alors là, ce sont les enjeux. Mais au niveau des contraintes maintenant, les contraintes, c'est que
il y a la bonne, mauvaise gouvernance qui est là. C'est vrai qu'il y a une autre contrainte qui s'est ajoutée, l'assèchement de la trésorerie des entreprises. Les entreprises n'ont plus de ressources. Mais on peut arriver à régler cela par la bonne gouvernance. Et donc, je dis la bonne gouvernance est la principale contrainte. La bonne gouvernance passe par quoi? Quand on parle de la bonne gouvernance, par définition, c'est tout simplement l'exercice du pouvoir dans le but d'atteindre le bien commun. Comprenez, vous êtes manager, vous êtes gestionnaire d'une entreprise. Quand on vous met là, on vous met à la tête de l'entreprise, vous êtes là pour travailler pour la communauté, pour l'entreprise et pas pour vous-même. Donc, il faut mettre en place, la bonne gouvernance implique la mise en place des structures, des politiques, quoi encore je peux dire, des structures de politique, ainsi qu'une certaine culture de gestion qui aide l'entreprise à réaliser ses objectifs stratégiques. Et tout ceci devrait se faire dans le cadre d'une transparence réelle et de la reddition des comptes. Les comptes doivent être lus, les comptes doivent être compris et les comptes doivent être transparents. Voilà ce qui devrait être fait. Et si on le fait aujourd'hui pour nos entreprises publiques, je vous jure, nous aurons des résultats qu'il faut. Nous serons compétitifs comparativement aux autres pays africains et aux autres pays du monde. Aujourd'hui, il y a des grognes, il y a des soulèvements dans presque toutes les entreprises publiques de la République démocratique du Congo. Est-ce que les problèmes de gestionnaires, les problèmes de managers placés à la tête de ces entreprises posent aussi problème par rapport à leur façon de manager ces entreprises? Mais quand je venais dans mon auto tout à l'heure, je suivais l'intersyndical, je pense, qui parle des grèves. Je suivais au niveau de la DGI, on parle des gens qui sont impayés depuis plusieurs mois, plusieurs années même. À la SONAS, à la SCTP, c'est déplorable. Et donc la situation est générale. Quand la situation est générale, comme ça, on se pose des questions. À qui la faute? À qui la faute? Est-ce la faute des gestionnaires? Est-ce la faute est quelque part? Il faut la trouver. Il faut trouver où se trouve la faute et trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir. Je me suis posé, je vous ai dit, à l'indépendance, les entreprises de sociétés à charte fonctionnaient normalement. Après l'indépendance, nous avons eu des problèmes. Et jusqu'à aujourd'hui, ces problèmes persistent après 60 ans d'indépendance pratiquement. C'est dû à quoi? Je me suis posé la question de savoir si nous sommes incompétents. Est-ce que c'est un problème d'incompétence? C'est la question que je me suis posée. J'aimerais qu'on arrive à la réponse, vous et moi. Hein, j'ai scindé la compétence en trois parties. J'ai dit, il y a l'élément rationnel, donc ce qu'on appelle la compétence rationnelle. La compétence rationnelle, ça vient avec la formation universitaire, cette capacité que vous avez à faire un travail. Est-ce que sur place au Congo, nous n'avons pas des gens compétents, des gens qui sont suffisamment formés pour faire leur travail? Je pense qu'on en a. Nous avons, je vois avec joie, avec plaisir, plein de jeunes gens qui terminent les études universitaires, qui vous raisonnent correctement et qui sont en mesure de faire le travail. Donc je me suis dit, nous n'avons pas un problème de compétence rationnelle. Je vais au niveau de la compétence émotionnelle. C'est quoi la compétence émotionnelle? En anglais, on l'appelle EQ, Emotional Intelligence. Alors, EQ, exactement. Je dis ça en anglais, EQ. Ouais. Ouais. Alors, cette compétence, c'est dû tout simplement à cette capacité à pouvoir capter votre environnement, les travailleurs qui sont avec vous. Donc leurs émotions. Leurs émotions, comprendre ce qu'ils sont d'endurer. Vous êtes chef d'une entreprise et vous ne vous rendez pas compte de la détresse qui est sur la face de vos travailleurs. Et vous leur demandez un maximum d'efforts. Comment ils fourniront ces efforts? Ils ne pourront pas. Donc avec moi, vous conviendrez que nous avons un problème de compétence émotionnelle. Je vais à un troisième type de compétence. C'est la compétence institutionnelle. Là, je parle des institutions, je parle du gouvernement. Le gouvernement successif depuis l'indépendance du pays. Et le gouvernement a ce qu'on appelle l'impérium. Le pouvoir exécutif a l'impérium comme pouvoir pour pouvoir faire respecter la loi, pour faire respecter la discipline, établir une certaine discipline dans tout ce qui se fait au pays. Est-ce que nos gouvernements successifs ont pu le faire? C'est ça la question qu'on se pose. Et je ne pense pas. Les entreprises publiques sont gérées comme des entités sans maître. Le maître, c'est l'État. C'est l'État. L'État, c'est l'exécutif qui dirige, qui a reçu mandat du peuple
et ils sont en train de diriger pour le peuple. Malheureusement, ils ne sont pas en mesure d'établir cette discipline au niveau des entreprises. Alors, donc, il y a un problème de compétences institutionnelles. Et institutionnelles. On l'a relevé ici. Je fais le diagnostic, donc je suis arrivé à cette conclusion. Maintenant, vous me posez la question de savoir si nous avons des gens capables de dire oui, ils sont capables. Nous avons des gens capables. Les dirigeants d'entreprise sont capables. Alors, si nous avons des gens capables, si nous avons des dirigeants d'entreprises qui peuvent relever ces défis et relever ces entreprises publiques pour qu'enfin ces derniers contribuent à l'avancement du pays sur un certain plan, quels sont les éléments qui concourent à la bonne gestion pour que ces derniers soient en mesure de répondre favorablement à ce qui les attend? Je rentre à ce que je vous ai dit au départ, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance au niveau des entreprises publiques, maintenant, c'est quoi? Le gouvernement qui a ce pouvoir, qui a l'impérium, qui a cette capacité d'imposer une certaine discipline au niveau de la gestion des entreprises, ne devrait pas se contenter de nommer les PDG. Dans tous les pays du monde, le gouvernement ne se contente pas de nommer le président du conseil d'administration ou encore de nommer le directeur général. Et les entreprises publiques ont un rôle important à jouer dans l'économie du pays. Vous savez, l'État, en dehors de son pouvoir régalien, hein, il a beaucoup de pouvoir au niveau de la santé, de la police, de la sécurité. Mais le gouvernement, au niveau économique, ne peut pas tout faire. C'est ce qu'il crée des entreprises publiques pour pouvoir, qui entrent dans la politique globale, politique économique globale du pays, donc le gouvernement. Alors maintenant, quand le gouvernement met en place, nomme le président du conseil d'administration et nomme aussi les directeurs généraux, ce que je propose est que le gouvernement établisse un cadre de bonne gouvernance. Ce cadre-là, c'est un ensemble d'énoncés qui donne des lignes de conduite aux managers, aux présidents du conseil d'administration sur leur rôle pour le futur. Quelles sont les attentes du gouvernement vis-à-vis de ces entreprises, vis-à-vis de ces directeurs généraux, vis-à-vis de des présidents du conseil d'administration. Il ne s'agit pas seulement de dire voilà mes attentes et vous restez à ce niveau-là. Non. Il faudrait qu'à la fin de chaque année, c'est comme ça que je dis dans mon étude, pour le cadre de bonne gouvernance, chaque année, le gouvernement devrait être en mesure d'évaluer avec les entreprises, voir s'ils ont pu atteindre ces objectifs stratégiques ou ces objectifs du cadre de bonne gouvernance que j'ai proposé. Vous allez me demander quels sont ces éléments du cadre de bonne gouvernance. Oui. J'ai énoncé 6 éléments dans ce cadre. J'ai parlé de l'objectif stratégique. L'objectif stratégique. Oui. Quand vous avez, en management, vous établissez des objectifs, parce que vous ne pouvez pas aller n'importe comment dans la gestion. Vous devez savoir où vous allez. Où vous allez. Et pourquoi vous y allez même. Pour que vous y allez. Vous établissez des objectifs, ce qu'on appelle, qui entrent dans le cadre de ce qu'on appelle l'orientation stratégique d'entreprise. Donc, vous avez établi votre orientation stratégique avec des objectifs, avec une vision stratégique. Mais vous devez avoir à la fin des résultats. Et ces résultats, il doit pas n'importe quel résultat, il faut une certaine performance. Donc, parce que vous avez obligation de résultat. Parce que vous devez atteindre des résultats. Donc, vous avez l'orientation, vous avez les résultats stratégiques ou les résultats avec la performance. Après, j'ai 6 éléments, j'ai dit. Le 3e élément, c'est la responsabilisation. Vous devez savoir qui est responsable de quoi, qui est responsable, qui fait quoi, exactement. C'est, sous d'autres cieux, nous parlons de l'imputabilité. Sur qui revient telle responsabilité. Vous avez aussi les valeurs de l'entreprise. Vous savez, quand je regarde la plupart de nos frères qui travaillent dans les entreprises, je lis avec désolation sur leur face. On dirait un genre de désespoir. Effectivement. Un genre de... ils ne sont pas heureux, en fait. Non, ils ne sont pas heureux. Le travail n'ennoblit pas. Le travail n'honore pas. Ce n'est pas sous d'autres cieux. Vous savez, je viens d'un pays où l'être humain est très respecté, considéré. Quand je vois ça, ça me fait mal parce que c'est mon pays.
je me dis, nous devons changer les choses. Donc, on doit avoir des valeurs éthiques et des valeurs humaines à respecter dans les entreprises. Vous ne pouvez pas, c'est là où parle l'intelligence émotionnelle. Vos employés sont non payés depuis 5 mois. Non, Alors que vous êtes payé. Vous roulez carrosse. Vous construisez des grands bâtiments. Et les gens ne sont pas payés. Mais moi, j'ai l'impression que je fouillerai cette entreprise-là. J'aurais honte, je n'irai pas. Non, mais le problème, c'est quand il va partir, c'est pour faire quoi après? Alors, il n'a que ça. Non, je dis moi, directeur général de l'entreprise, je ne pourrais pas les regarder en face. Hein, vous savez, je ne parlerai pas de la sorcellerie, mais je trouve que c'est trop fort. Alors ça, c'est au niveau des valeurs. Maintenant, un sixième élément que j'ai relevé dans mon livre, c'est l'innovation. L'innovation. L'entreprise doit être en mesure d'innover. Le directeur général doit être en mesure d'innover. Donc, quand vous gérez, vous devez être en mesure d'innover. Vous devez être en mesure d'établir l'orientation stratégique de l'entreprise. Vous devez être en mesure de nous apporter des résultats. Vous devez être en mesure d'implémenter dans l'entreprise des valeurs de management, des valeurs éthiques et des valeurs humaines. Vous devez être en mesure d'innover. Vous devez être en mesure d'établir des responsabilités. Monsieur Jacques, si le directeur général nommé à la tête d'une entreprise publique devra se servir de ces sixième élément que vous venez de relever, l'innovation. Alors que vous avez dit ici que la politique générale, la stratégie doit être fixée même par l'État lui-même. Vous savez, les entreprises publiques au Congo sont gérées, à l'exception des comités de gestion, il y a toujours un secrétariat général sur qui se repose le comité de gestion nouvellement élu ou pour entrer en fonction. Et ces derniers reproduisent ce qu'on leur communique par ces secrétariats généraux. Comment ces derniers arriveront à innover? Parce qu'ils n'ont pas ces champs libres parfois d'apporter leurs innovations. Je voulais corriger une chose. Je n'ai pas dit que la stratégie est établie par le gouvernement. La stratégie, le gouvernement n'établit pas la stratégie. La politique générale, en fait. Non, le gouvernement établit un cadre de bonne gestion, un cadre de bonne gouvernance. Comprenez, avec ces éléments dont j'ai relevé ici. Mais la stratégie est établie, c'est là où je dis le gestionnaire devrait être un stratège. C'est-à-dire que c'est le gestionnaire qui a la gestion de l'entreprise entre ses mains, il devait être en mesure de regarder, d'étudier son environnement. Vous savez, la stratégie, c'est tout simplement l'art de savoir bien utiliser ses ressources de manière optimale pour obtenir les résultats stratégiques. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous les gestionnaires, parce que le gouvernement, c'est qui? Le gouvernement, ils sont nombreux. Ce n'est pas le ministère de portefeuille qui va établir cette stratégie pour vous. C'est le directeur général qui, avec le conseil d'administration, qui devrait être en mesure d'établir la stratégie de l'entreprise pour pouvoir permettre à l'entreprise d'atteindre ses résultats. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, mais vous ne vous embarquez pas. Si vous embarquez, on vous nomme, vous dites non, mais écoutez, je ne sais quoi faire, mais j'y vais quand même. Non, ça ne marche pas. Là, nous allons reculer encore. Donc, vous devez être en mesure de... C'est là où il faudrait des gens compétents, des gens formés pour pouvoir diriger nos entreprises. Ceci, je l'ai relevé aussi dans ces livres. Nous vivons aujourd'hui encore, nous sommes en face aujourd'hui d'une réalité. La plupart des entreprises publiques sont en train parfois soit d'être privatisées, soit encore d'être ouvertes aussi au privé. Je vais prendre peut-être l'exemple ici de la SONAS. Les marchés d'assurance au Congo, c'était des marchés justes de la SONAS, mais aujourd'hui, on a ouvert ça à des entreprises privées aussi. Est-ce que ça fait partie des solutions ou c'est une fuite en avance? Oui, la privatisation, je vais parce que vous avez cité la SONAS, ça c'est au niveau du secteur assurance. Le décloisonnement au niveau du secteur d'assurance, il est mondial. C'est-à-dire qu'il faut la compétition, il faut la concurrence. S'il y a plusieurs entreprises, je pense que... Il y aura amélioration. Effectivement. Donc de ce côté-là, il n'y a pas tellement de problème. Mais la privatisation d'une manière générale, en Afrique, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, même la Banque mondiale l'a signalé. Pourquoi? C'est parce que nous avons beaucoup de faiblesses. Nous sommes un État
dont la structure économique est encore désarticulée, vous comprenez. Nous n'avons pas un état de droit, nous avons la corruption qui règne, la compétitivité n'est pas très respectée. Donc, si vous allez dans la privatisation, ça ne marche pas à l'heure actuelle. Sous d'autres cieux, ça marche. Mais je voudrais juste vous donner notre exemple. Un pays comme la Grande-Bretagne, qui a privatisé sous Margaret Thatcher, mais aujourd'hui, il revient dans l'entreprise publique. Il faut vous dire que ça n'a jamais été une solution. Moi, je pense que la solution, c'est la bonne gouvernance. Il y a ce qu'on appelle en gestion, parce que quand on privatise, on part avec la conception que c'est parce que les entreprises publiques sont bien gérées qu'il faut privatiser nos entreprises pour qu'elles soient bien gérées. Il y a ce qu'on appelle le management et le benchmarking. C'est-à-dire que les meilleures pratiques de gestion. Vous pouvez gérer une entreprise publique, mais il suffit seulement que les propriétaires de cette entreprise vous mettent des limites, vous allez voir qu'effectivement vous allez bien gérer. C'est parce que chez nous, les entreprises ne sont pas bien gérées. On les a laissées à la solde de ces gestionnaires. Des gestionnaires, effectivement. C'est là où je parle, il n'y a pas de gestion chez nous, vous savez. Parce que quand on parle de gestion, on parle de planifier, organiser, diriger et contrôler. Or, nos entreprises ne sont pas contrôlées. Quand dans la gestion, c'est un processus de planification, d'organisation, de direction et de contrôle. Quand il n'y a pas de contrôle, ça signifie qu'il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas de gestion. Alors, nous sommes dans quel régime d'apprédation, tout simplement? C'est-à-dire que vous me donnez une entreprise, vous ne me contrôlez pas. Mais je fais de ça ce que je veux. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre. En d'autres termes. En d'autres termes. Ouais. Voilà, des retours dans cette deuxième partie pour conclure en montée cet entretien, l'entretien qui reste comme ça cadré sur la nécessité d'un cadre de bonne gouvernance axé sur la responsabilité et la performance. Je vous rappelle que sur ces plateaux, je reçois M. Jacques Kabeya. C'est avec lui qu'on est en train de parler de ses livres et de toutes les propositions qu'il a eu à mettre dans ses livres pouvant aider les dirigeants, mais aussi nous tous, le peuple congolais, à bien vouloir prendre conscience et accompagner les gouvernants à ce que nous puissions atteindre les objectifs ou encore les développements qu'attend tout le monde dans ces pays. Monsieur Jacques, nous revenons sur ces plateaux. Nous avions relevé dans la première partie les diagnostics de la COPIREP. Et vous l'avez loué. Vous avez loué l'intention en fait. Par contre, dans la faisabilité, ils étaient à côté. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, après le diagnostic, ce qu'ils ont eu à mettre en place, qui n'a pas fait que ça marche? Non, je ne peux pas parler de COPIREP en général, en profondeur, d'autant plus que je ne suis pas dedans, mais je vois les résultats. J'ai vu le diagnostic, j'ai lu le rapport annuel, les différents rapports annuels de COPIREP. J'ai vu qu'ils sont arrivés à un diagnostic, ce qu'on appelle un scanning, correct. Ils ont parlé de la rentabilité et de la performance comme étant des éléments manquants dans la gestion de nos entreprises. Maintenant, au niveau des solutions, comme je vous ai dit, vous avez appris, il y a eu changement de nom, on dit une entreprise qui devient commerciale, entreprise commerciale ou société, ils ont utilisé plusieurs termes. Et puis, il y a eu des privatisations, et puis il y a eu des entreprises qui étaient supprimées, qui étaient carrément liquidées, en d'autres termes. Et je me suis dit, c'est vrai, ce sont des solutions, je dirais, partielles, ou partielles, je me dirais, c'est parce qu'ils auraient dû aller plutôt dans des réformes plus en profondeur au niveau de la gestion interne. Parce que le plus grand problème, c'est la bonne gestion. La bonne gestion des entreprises, la bonne gouvernance des entreprises. Donc le problème n'est pas la privatisation? Non. Parce qu'en dépit de tout ce qu'ils ont fait, les gens continuent à gérer comme par le passé. Donc, il n'y a pas eu de changement? Non, il n'y a pas de changement. C'est ça un peu. Alors, nous voulons maintenant entrer dans votre vision. Nous voulons entrer maintenant dans la pensée de l'auteur. Quelle est votre vision pour que cette situation soit corrigée? Comme je vous ai dit, ma vision, c'est d'abord que l'État s'implique réellement, le gouvernement s'implique réellement et établisse ses attentes
vis-à-vis de ces entreprises. Qu'est-ce que l'État veut réellement pour ces entreprises? Est-ce qu'elles devraient continuer à être des canards boiteux ou il faudrait qu'à un moment, que ces entreprises contribuent réellement, comme jadis à l'époque coloniale, ces entreprises contribuent réellement au développement du pays? Si volonté politique il y a, je pense que nous y arriverons. Ça, c'est un. Donc, chacun doit jouer son rôle. Le Parlement doit jouer son rôle, qui est l'élément de contrôle le plus élevé. Hein, vous savez, le Parlement est là pour contrôler. Il ne s'agit pas seulement de voter des lois, mais il doit être en mesure de contrôler. Les dirigeants d'entreprise doivent être interpellés pour expliquer la situation. Donc, notre Parlement devait être en mesure, à certains égards, d'analyser pour chaque entreprise c'est quoi ses orientations stratégiques. C'est quoi que l'entreprise veut réaliser et en débattre. Maintenant, quand on descend au niveau du conseil d'administration, qui est l'organe par excellence pour la gouvernance, le conseil d'administration doit jouer un rôle important. Et c'est là que je propose, je dis, on ne devrait pas avoir au niveau du conseil d'administration des administrateurs qui sont des agents internes de l'entreprise. Hein, et où vous avez un directeur financier devient, et on appelle l'administrateur directeur financier, un directeur administratif, il devient administrateur directeur. Non. Seul le directeur général peut être au conseil d'administration. Tous les autres membres doivent être des administrateurs indépendants. Et au sein du conseil d'administration, au sein des différents conseils d'administration, nous devons avoir des comités. Notamment, on doit avoir un comité stratégique. Comité stratégique, on doit avoir un comité d'audit, on doit avoir un comité d'analyse des risques, un comité des ressources humaines. Hein, ce sont des genres de comités qui peuvent régulièrement suivre l'entreprise. Il ne s'agit pas de venir à une réunion, vous entendez tout ce que le directeur général vous dit, vous acceptez, vous partez, vous avez votre jeton de présence, ce n'est pas ça. Le conseil doit jouer son rôle important. S'il y a échec de management, le conseil doit être imputable à certains niveaux. Maintenant, quand on descend au niveau du directeur général, c'est là où je dis le directeur général ne doit pas être, un simple gestionnaire. Il doit être un stratège. Un stratège, donc, c'est quelqu'un qui sait où se trouve son entreprise, où il va amener l'entreprise. Ben, il va établir donc, ce qu'on appelle un cadre stratégique ou une orientation stratégique. Et il va en discuter avec le conseil d'administration et en parler au niveau du ministère, hein, des tutelles, et éventuellement, je ne pense pas qu'au niveau du Parlement qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Le Parlement verra plutôt à la fin de l'année. Si les résultats ne sont pas là, comme je vous ai dit au départ, il y a obligation des résultats. Hein? Il faudrait qu'à la fin de l'année, qu'on soit en mesure de dire pourquoi ça marchait, pourquoi ça n'a pas marché. Si la première année, ça n'a pas marché, la deuxième année, ça n'a pas marché, la troisième année, ça n'a pas marché, et vous êtes toujours directeur général, la meilleure chose qu'il faut faire, c'est quoi? Démissionner. Donc ça signifie que vous avez été incapable, vous êtes incompétent, tout simplement. Et ce n'est pas une culture au pays. Ah, il faut l'instaurer. Si vous ne démissionnez pas, on vous démet de votre fonction. Donc vous comprenez un peu, il faut arriver à ça. Ah, et les gens de dignité vont dire, écoutez, je n'arrive pas, c'est trop fort pour moi. Ah, et tu laisses. Plutôt que de t'accrocher, mordicus, à ce poste-là, parce que tu as des avantages induits, ce n'est pas normal. Donc il faut donner le résultat. Vous n'êtes pas là pour l'accepter. Vous gérez une entreprise de transport, comme j'en vois ici à Kinshasa. Transco par exemple. Oui, pour ne pas citer les noms, mais je vois des entreprises de transport. On doit voir les résultats. On doit voir que les autobus viennent à des rythmes, à une certaine fréquence. Les autobus sont en bon état. Les passagers sont contents, la satisfaction de la clientèle. Il faut qu'on soit à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas à ce niveau-là, mais sous d'autres cieux, c'est la grogne. C'est les gens qui vont commencer à marcher. Ce serait des grèves. Mais chez nous, la population n'est pas encore à ce niveau de culture, ne comprend peut-être pas, mais c'est de la responsabilité du directeur général, voilà, avec le conseil d'administration. D'accord, ça c'est votre vision pour ces pays et pour ces secteurs, parce que nous sommes en train d'arriver à la fin. Aujourd'hui, vous travaillez avec le gouvernement canadien. Si on a besoin de votre expertise ici au pays, parce que vous êtes fils de ces pays, est-ce que vous serez disposé à apporter cela aux nouveaux dirigeants? Michel, vous savez, il n'est pas plus malheureux que nous à l'étranger. Quand les collègues avec qui vous travaillez, vous savez, le Canada, c'est un pays multiculturel.
Donc j'ai des collègues chinois, j'ai des collègues indiens, j'ai des collègues canadiens, européens, français, américains, tout ça. Donc on est tous ensemble, on parle. Hein. Donc on est plus, quand je dis il n'y a pas plus malheureux que nous, c'est que quand ils vous regardent dans les yeux, ils disent mais vous êtes intelligent, mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas là-bas? Hein. Donc vous posez des questions, comme ça vous posez des questions, je vous pose des questions, c'est pourquoi je suis arrivé à ce livre. Et donc, si aujourd'hui mon gouvernement, le gouvernement de mon pays fait appel à moi, je suis prêt à venir relever les défis. Comme je vous ai dit, pour travailler pour le bien des Congolais. Je serai là pour les résultats. Et pour les résultats seuls. S'il n'y a pas de résultat, je démissionnerai. Je ne serai pas, je vous dis, on va améliorer une autre culture. Hein, et je ne serai pas heureux sur la route. J'arrive quelque part, on te pointe du doigt, on te pointe, on fait la fine bouche, on te dit, voilà ce qui est, c'est le directeur général de telle entreprise, alors que l'entreprise est en train de mourir. Donc, ça ne fait pas la joie. Ça ne fera pas la joie. Est-ce qu'on peut avoir votre dernier mot, juste pour aujourd'hui, tout en sachant que nous allons vous retrouver dans les jours à venir, bien que vous rentrez d'abord? Mon dernier mot est que je demande aux Congolais de ne pas se décourager. Le Congo, la seule différence avec d'autres pays du monde, c'est qu'ils sont organisés. Les pays développés essentiellement sont des pays organisés. Donc, la bonne gouvernance, comme disait le président Barack Obama, quand il est arrivé au Ghana, il a dit « Vous avez compris dans votre pays ce que beaucoup de pays africains n'ont pas compris. C'est la bonne gouvernance. » Et également, le président Félix Tshisekedi fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Et je suis certain que nous allons relever ce défi. La bonne gouvernance, et notre pays s'en sortira. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Mesdames et messieurs, à vous aussi merci. Et surtout, je vous conseille de bien vouloir vous approprier ces livres, les lire et comprendre toutes ces matières qu'on a eu à développer sur ces plateaux. Juste une partie. On ne pouvait pas finir tout un livre en 40 minutes seulement. Voilà pourquoi je vous les conseille et je vous les recommande. Le livre s'intitule « Entreprise publique en République démocratique du Congo, la nécessité d'un cadre de bonne gouvernance axé sur la responsabilité et la performance ». Vous pouvez. Voilà, c'est l'Harmattan, c'est l'édition l'Harmattan. Voilà, vous pouvez vous en procurer et continuer à les lire. C'est une interpellation, mais aussi plusieurs recommandations au nouveau régime, aux gouvernants, enfin, que nous puissions relever les défis de la performance de nos entreprises publiques, que ces dernières commencent à contribuer à l'avancement du pays et au développement du pays. Je vous prends congé aujourd'hui, tout en vous promettant que je vais vous retrouver prochainement dans une autre émission. D'ici là, restez branchés sur notre programme. Au revoir.